Duhamel qui pose cette double question de la légalité et de la légitimité de ces mois d'écoute de Nicolas Sarkozy et de son avocat. Alors, pour ce qui est de la légalité, bien, on va le savoir assez rapidement. En tout cas, pour la légitimité, certains considèrent que c'était plutôt illégitime. Il faut rappeler pour ceux qui regardent qu'Olivier Duhamel est un constitutionnaliste. Exactement. Olivier Duhamel a réagi sur cette question en expliquant qu'il y a la loi et qu'il y a l'esprit de la loi. Alors, du côté des avocats, il y a eu plusieurs réactions. Certains ont évoqué des principes qui ont été violés, notamment le premier bâtonnier qui écrit « Le secret professionnel des avocats est un principe absolu. Il interdit toute écoute téléphonique, sauf exceptionnellement après une infraction avérée et non pas, comme ça semble être le cas, en présumant qu'elle pourrait éventuellement se commettre. » Alors, évidemment, ça suscite beaucoup de réactions du côté des avocats et puis aussi du côté des éditorialistes. Et puis des magistrats aussi. Et parce des que magistrats. l'USM, le syndicat de la magistrature, s'est élevé contre cette plainte des avocats. Enfin bon, c'est une autre affaire. Alors, c'est vrai que oui, les critiques viennent de partout et certains chroniqueurs soulignent que finalement, cette affaire qui avait pu sembler favorable au gouvernement risque bien de se retourner contre le gouvernement avec une Christiane Taubira un petit peu affaiblie, ou en tout cas au moins critiquée. Elle est désormais sur la défensive. Alors Nicolas Sarkozy est réapparu en public avec cette incroyable capacité qu'il a à se poser en victime, écrit Olivier Picard. C'est presque un héros. On a le sentiment qu'il est venu affronter la population et qu'il n'a pas hésité aussi à ironiser sur la présence très nombreuse des journalistes qui étaient venus là pour l'inauguration d'un centre contre la maladie d'Alzheimer. Alors certains médias ont souligné le courage de Nicolas Sarkozy en déplacement à Nice. D'autres ont parlé de traque, comme dans un film avec cette traque politico-judiciaire de Nicolas Sarkozy. Et du côté des proches et des très proches de Nicolas Sarkozy, on a aussi évoqué cette posture d'un Nicolas Sarkozy pour au bruit sorte-feu. Plus Nicolas Sarkozy incarne l'espoir, plus il est la cible exclusive de quelques-uns. Comme le soulignait cet éditorialiste, c'est vrai que ça pourrait se retourner contre le gouvernement. L'autre affaire, l'affaire Buisson, elle prend une dimension presque comique. Alors aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la nouvelle stratégie de l'avocat de la défense de Patrick Buisson qui explique que l'appareil enregistreur s'est déclenché tout seul parce que c'est un appareil qui se déclenche à la voix. Alors pour Maître Goldnadel, du côté de l'avocat de Nicolas Sarkozy, eh bien, sa position s'effondrerait si c'était vrai. En tout cas, on avait des titres comme celui du Figaro, « Buisson victime d'un dictaphone intelligent ». Et puis sur les réseaux sociaux, on avait beaucoup de tweets plus ou moins ironiques. Dédalus qui écrit « L'histoire abracadabrantesque du dictaphone qui aurait tout enregistré tout seul serait une info du Gorafi », ce site satirique qui publie des infos bidons. Et en fait, non, écrit ce tweeto. Mendel Samama écrit « Le dictaphone était plus intelligent que Buisson, mais moins que son avocat ». Autre réaction, celle de Marie-Pierre de la Gontrie, qui évoque la solitude de l'avocat qui en est résigné à ce type de défense. Enfin, beaucoup de tweets, celui de Charlotte Chaffanjon. Est-ce qu'un avocat peut faire appel à un avocat pour défendre sa défense tellement elle est peu efficace? En tout cas, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On passe à présent au municipal en France, c'est dans 2 semaines maintenant, et on revient sur la gaffe d'un ancien ministre et ancien médaillé d'or aux Jeux Olympiques, judoka, de son État, David Douillet. Alors David Douillet a voulu apporter son soutien à un candidat du côté de Rouen, une ville où lui-même avait pensé à un moment se présenter. Alors il est député UMP des Yvelines et il a publié une petite lettre écrite de sa main. Il écrit « Cher Patrick, est un homme de conviction autant que de terrain et sa candidature est une immense chance de renouvellement pour les Rouennais, sauf que Patrick, c'est Patrick Chabert et qu'il est candidat pour l'UDI et que David Douillet est censé soutenir plutôt le candidat de l'UMP. Alors évidemment, ça a fait beaucoup de bruit, d'autant plus que ce candidat UDI s'est empressé de relayer la nouvelle en annonçant que David Douillet allait venir le soutenir en terre rouennaise. David Douillet qui a essayé de rattraper le coup comme il a pu en expliquant qu'il y avait eu une méprise. Alors ce n'est pas la première fois que c'est un petit peu compliqué du côté de Rouen pour David Douillet, explique l'Express, puisqu'à une époque il avait voulu s'auto-parachuter là-bas et que ça avait été très mal accueilli par les membres de l'UMP présents depuis un moment du côté de Rouen.
Cette question à présent, les agents de la Poste peuvent-ils refuser d'acheminer un courrier au nom de la liberté de conscience, en l'occurrence des tracts du Front National? Alors ça se passe du côté du 7e arrondissement de Paris. Une douzaine d'agents de la Poste ont refusé de mettre dans les boîtes aux lettres des tracts du Front National. Certains syndicats, notamment du côté de Sud, expliquent qu'ils n'ont aucune envie d'être des militants et de porter la parole du Front National. Alors, la Poste a réagi en expliquant que c'était tout à fait normal. Le FN n'est pas un parti interdit et il doit y avoir une forme d'équité. Ce genre de communication politique, on en trouve tout le temps dans les boîtes aux lettres lorsque les élections approchent, notamment lorsque les municipales approchent. Mais le souci, c'est que cette fois-ci, ce tract n'était pas dans une enveloppe et il était à la vue de tous. Du côté de certains syndicats, on souligne que certains de leurs postiers auraient pu être pris à partie si on les voyait transporter. Oui, assimilés à des militants. Exactement. Et donc, pour l'instant, certains syndicats considèrent qu'il faut attendre pour voir si définitivement on arrête de mettre ce genre de tracts, ou alors il faut les mettre sous pli. Et puis on termine avec des images de Bernard-Henri Lévy. Alors Bernard-Henri Lévy du côté de l'Élysée. Alors cette image, on en a parlé un petit peu sur les réseaux sociaux. Certains se sont demandé que fait encore Bernard-Henri Lévy du côté de l'Élysée, notamment avec l'opposition ukrainienne. Alors le site du Point se pose la question, est-ce que c'était un coup de buzz de la part de BHL? Pour l'hebdomadaire, il n'en est rien. Sans lui, la rencontre entre deux hommes, Petro Porochenko et Vitali Klitschko, qui sont deux candidats à la présidentielle, n'aurait même pas pu avoir lieu. Il n'y a aucune volonté de récupération. En tout cas, Bernard-Henri Lévy, ces jours-ci, est l'objet de critiques assez vives. Il y a pas mal d'articles qui ironisent sur lui, notamment celui-ci sur le site de Marianne BHL, ou comment se rendre ridicule pour la postérité. Signé Élie Harrier. Alors pour Élie Harrier, finalement, Bernard-Henri Lévy aurait rêvé d'être André Malraux, c'est-à-dire un écrivain, un penseur, mais aussi un combattant. Alors écrivain, penseur peut-être, mais pour ce qui est de combattre comme Malraux, notamment du côté de l'Espagne, eh bien Bernard-Henri Lévy ne le fera pas, ne le fera peut-être jamais. Bernard-Henri Lévy, pour Élie Harrier, est du genre à venir prendre la pause, prendre une photo et repartir. On se souvient de cette fameuse photo du côté de la Libye avec des combattants qui étaient exactement, qui étaient plus des acteurs sur cette photo-là que de réels combattants. Donc cette mise en scène agace toujours autant en ce qui concerne Bernard-Henri Lévy. Merci Karim. On passe maintenant à notre focus du jour. On part en Grèce où il n'y a pas que l'économie qui est à la peine, c'est le cas aussi pour les prisons.